Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va aborder aujourd'hui un petit peu la santé des entreprises à La Réunion. En tout cas, on va parler des artisans. On va en parler dans Causement Réunionnais. Bonsoir Eric Marcelli. Bonsoir, Ismi et les téléspectateurs. Alors, toujours CSAPR. Toujours CSAPR, oui. PCR, c'est ça? Non, pas PCR. Les élections municipales arrivent, c'est ça? Il y a des élections bientôt? Voilà, Farzal, bonjour. Bonjour. Plutôt. Bonsoir. La question, c'est, quand on parle de les entreprises, là, à cette rentrée, à cette mi-rentrée, il nous reste 4 mois pour cette année, la situation, elle est dans quel état? Quel est l'état des petites entreprises à La Réunion, des TPE, des artisans? Oui, il y a aussi les professions libérales aussi, il ne faut pas les oublier aussi vite. L'état, que je veux dire, c'est on ne va pas bien. Les forces vives de La Réunion sont très mal. On a tout fait pour les mettre dans le pétrin, en les asphyxiant de charges sociales et fiscales, mais aussi par rapport aux donneurs d'ordre qui n'ont pas mis en place les appels d'offres pour que les artisans puissent répondre. Quand on parle de situation, quand on parle d'asphyxie, ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire C'est que toujours les charges sociales? il y a toujours les charges sociales, toujours, mais comme les artisans ne peuvent pas répondre aux appels d'offres parce qu'ils n'ont pas été lancés, les charges sociales sont toujours là, les taxes sont toujours là, nous devons toujours payer nos employés, ce qui est tout à fait normal, mais on n'a aucune aide. Même si on a le chômage partiel, nous devons quand même payer d'abord pour se faire rembourser. Mais comme il n'y a pas d'entrée d'argent, les trésoreries diminuent et on se trouve là vraiment presque la tête sous l'eau, quoi. La question, c'est, on en revient toujours au même point. Il y a eu des aides qui ont été proposées par les collectivités pour aider les entreprises. Je crois qu'il faut passer par la Chambre de commerce. Est-ce que le dispositif fonctionne ou pas? Alors, apparemment, ça a fonctionné, mais il devait y avoir une deuxième vague. Parce que la première vague, c'était pour les sociétés, SARL, URL, tout ce que vous voulez. Mais les travailleurs indépendants et professions libérales n'ont rien eu. Et cette deuxième vague n'a pas été lancée. Pourquoi? Je ne sais pas. Hein? Je crois que c'est une enveloppe de 5 000 euros pour... Une enveloppe de 5 000 euros par entreprise. J'ai bien entreprise SARL, URL. Mais les professions libérales n'ont rien eu. Et la région avait dit ça va être dans un deuxième temps. Et le deuxième temps, c'était, disons, pour le mois de mars. On est là aujourd'hui, début septembre, nous avons toujours rien. Quel regard porte l'observateur là-dessus? Je sens que Eric Marcelli, qui est ici, là, fait partie de l'un des derniers, on va dire, bataillons qui va oser parler de ça. Le téléspectateur ne doit pas s'y méprendre. C'est pas une info anodine parmi d'autres. C'est quelque chose d'essentiel sur lequel il faut parler, discuter. Mais la question que j'aimerais soulever, c'est est-ce que réellement, il y a un temps, on avait besoin d'aide? Ou alors est-ce que les entreprises se suffisaient à elles-mêmes pour payer leur salaire, pour payer leur formation, pour payer tout ce qu'elles ont à payer et vivre bien? Et si aujourd'hui on est pris à la gorge un peu en devant prendre des subventions, d'où est-ce que cela est venu? À partir de quand est-ce que ça a commencé? Et est-ce qu'il n'y aurait pas un autre mode alternatif d'entrepreneuriat collectif qui pourrait nous permettre de sortir de tout ça? On va juste d'abord rappeler votre prénom, votre nom et votre fonction. Farzad Felezi, je suis consultant en communication et prise de parole. Je forme des entreprises et leurs salariés. La question aujourd'hui, si on doit suivre ce que vient de dire votre interlocuteur, la question c'est est-ce que les entreprises sont trop fragiles aujourd'hui? Elles sont devenues très fragiles. Très fragiles. Elles sont devenues très fragiles. Déjà, il y a la concurrence. Hein, concurrence déloyale, travail dissimulé et autres. Et aussi, il y a des gros groupes qui ont mis la main mise sur les travaux qu'il y a à faire à La Réunion. Ils sous-traitent, ils font de la sous-traitance. Et le sous-traitant fait encore de la sous-sous-sous-traitance. Donc le travail devient vraiment, sous-payé à ce moment-là. Alors, on est sur une période
On est rentré dans la période préélectorale. Le marché public est un marché qui aujourd'hui aide, en tout cas, contribue à permettre aux entreprises de tenir et d'avancer. Est-ce que les artisans est-ce que au CSAPR, les artisans, les TPE vont se réunir pour essayer de proposer une autre façon de fonctionner aux futurs élus, à leur dire comment bien gérer ce marché public pour que les petits artisans et TPE s'y retrouvent? Alors, nous, au CSAPR, on a toujours une avance sur le temps. Mais le problème, c'est que nos élus sont entrés dans un système et qu'ils ne veulent plus en sortir parce qu'ils sont bien. Ils sont compétents pour eux, mais on voit très bien que depuis des années, leur fonctionnement n'est plus là. Donc, on doit chercher un autre mode de fonctionnement. Et ce mode de fonctionnement, Farzad l'a bien dit tout à l'heure, un entrepreneuriat collectif et unificateur. De masse. De masse. Parce que, quand vous parlez de masse, ils ont utilisé la télévision, la presse, de manière à ce que les gens sont tous dans un couloir, ils sont tous formatés à la même idée. Et là, on propose autre chose pour une ouverture d'esprit. Ça demande un peu de courage, ça demande de sortir de ces conditionnements, de faire face à nos peurs. La peur de perdre son travail, son entreprise, d'accepter certaines choses qui sont en train d'arriver. Et en premier lieu, c'est-à-dire au tout premier niveau de tout ça, je mettrais le vivre ensemble. Si on arrive à vivre ensemble à 10, à 15, 100, c'est bien. Mais pour entreprendre à 10 000, à 50 000, à 100 000 personnes, il faut vraiment s'entendre les uns les autres. Quelles que soient nos cultures, nos idées, quelles que soient nos valeurs, qu'on ait quelque chose de commun qui nous réunit et qui nous permet d'entreprendre ensemble. Mais ce vivre ensemble, on l'avait à La Réunion. On l'a encore un peu. Mais il est en train de se perdre avec cette mondialisation qui arrive à grands pas. Alors le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est la manipulation de masse. Ils ont réussi à faire de la manipulation de masse avec les médias. Alors, juste un mot là-dessus. Pourquoi manipulation de masse avec les médias? Parce que tout simplement, quand je parle de médias, je vois aussi la télévision, tout ce qu'on propose, les jeux à la télévision, les émissions, comme on voit un peu comme Koh-Lanta, The Voice, tout ça. Tout ce qui est télé-réalité. Télé-réalité, exactement. De manière à ce que les gens soient contents quand ils regardent une émission. À l'époque de Jules César disait, donnons-leur des jeux, du vin, et le peuple sera content. Et on continue, mais d'une autre manière. Et, en tant qu'observateur, est-ce que c'est quelqu'un qui nous manipule, ou alors est-ce que nous-mêmes nous sommes en train de nous manipuler? Parce que si réellement tout cela n'accrochait pas sur nous... Est-ce que le peuple donne à ceux qui les dirigent les moyens de les manipuler? Exactement. Et il y a deux moyens. Et ces deux moyens, je vais les dire à la télé, comme ça, celui qui regarde... Il peut se voir en train de manipuler quelqu'un, de se faire manipuler, de voir c'est quoi la manipulation. Le premier, c'est la peur. Donc, si vous regardez les JT, vous voyez que il y a la peur par-ci. Et juste après, souvent, on met un petit plaisir, un désir, tu sais, à atteindre, à aller acheter, un loisir, quelque chose. Ces deux choses-là font que carotte-bâton, de manière instinctive, tu t'engages dedans. Mais si tu le vois, tu l'observes, tu vois que ça, derrière, tu sais, il n'y a pas de consistance, il n'y a pas de réalité. Donc, tu l'abandonnes. Donc, tu n'es pas dans un achat compulsif qui va partir là et puis dire « Oh, il y a quelque chose là sur Facebook, il y a un appel d'offre ici, il y a un nouveau produit là, un prix d'appel. » Non, j'y vais pas. Et ce « j'y vais pas », ce refus, ce veto est le premier vote du peuple. La peur a toujours été présente. On a éduqué les gens dans la peur de ne pas avoir de permis de conduire, la peur de ne pas avoir d'assurance, la peur de l'huissier, la peur des tribunaux. Donc on a toujours élevé les gens dans la peur de ne pas avoir de travail, ne pas avoir de diplôme. La peur de dire qu'on est en train de faire faillite. Voilà, exactement, parce que comme on est sur les entreprises aussi, dernièrement j'étais au tribunal de commerce, j'ai accompagné un camarade, on voyait il y avait à peu près une 50aine d'entreprises qui attendaient dans ce tribunal. On voyait tous, ils avaient tous peur de perdre leur entreprise. La peur était là. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je veux dire? Alors que c'est pas forcément une faute de gestion, mais aussi c'est la faute des donneurs d'ordre
qui n'ont rien fait, qui n'ont pas anticipé. Et après, on rejette la faute sur le chef d'entreprise. Et le chef d'entreprise qui a mis tous ses deniers, qui a engagé sa famille, se trouve du jour au lendemain, sans rien, sa femme ou son conjoint disparu, les enfants sont partis, et lui se retrouve à la rue, SDF. Et il n'y a rien pour aider un chef d'entreprise qui a participé à l'économie. Même pas une aide pour qu'il puisse vivre quelques mois. Il y a le RSA. Le RSA. Il faut monter le dossier aussi, par contre. Et Oui, c'est mais long. tu n'as pas le RSA quand tu es entrepreneur. Tu l'as pas et tu l'as pas de suite. Voilà. Il faut du Je l'ai temps. vécu. En 2013, j'ai fait faillite. Et j'avais rien. Je passais d'entrepreneur à Resto du Cœur. Et j'ai mis 2 ans à en parler. Et là, s'il y a des gens qui m'entendent, si l'entreprise va pas bien, tournez-vous vers des gens de confiance pour leur parler. Profitez de ce tissu social collectif qui existe encore. Venez parler à la télé, dans l'émission. Parce que c'est de là que vont naître et émerger des solutions. L'esprit collectif ne vient que si on est totalement sincère avec sa situation, avec ce qui peut être fait demain, avec ce qu'on peut lâcher de ce qu'il y a d'hier. Et oser en parler, prendre la parole. Moi, mon métier, c'est ça, c'est de donner la parole aux autres. Donc, c'est pas de venir ici à la place d'un Réunionnais, d'un chef d'entreprise réunionnais. Rico Nouri aurait mieux sa place ici que moi. Mais c'est de dire, prenez la parole, venez et causez vrai. Oui, oser dire vrai. Et c'est ça qu'on a perdu. On a peur de dire que l'autre fasse mal. On a peur de dire, c'est pas bien ce que tu as pas fait. On a peur de dire, par exemple, à un camarade, arrête de boire, c'est pas bien parce que tu vas conduire. On n'ose pas parce qu'on veut pas froisser la personne. Alors, Farzad parlait d'entrepreneuriat collectif. On en parle depuis une semaine sur les ondes. Et puis, bien avant, c'était le rachat de Vendémia. 220 millions d'euros, on va arrondir. Et nous avons un projet. C'est un projet d'achat. Projet d'achat. À hauteur de 220 millions. Oui. On va juste rappeler que le groupe Bernard Ayotte n'a pas encore acheté, sauf s'il y a une contre-proposition. Bernard Ayotte pourrait ne pas avoir le groupe Vendémia et tout ce qui va avec. On va juste rappeler que Vendémia est une centrale d'achat qui ravitaille tout ce qui est donc les enseignes Jumbo Score et Score. Et Casino aussi. Et Casino également. Et Casino. Donc, depuis quelque temps, nous travaillons sur un projet. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, sur les ondes de radio, sur Facebook, sur les différents réseaux, ça a été lancé. Je te laisse parler de ça, Farzad, tu en parleras mieux que moi, même si j'ai les bases. Pour éclaircir la chose, c'est un groupe citoyen qui m'a demandé d'intervenir, de prendre la parole. Je ne suis ni la cause, ni l'image à suivre pour ce projet. Ce sont des gens qui sont en train de le faire. D'ailleurs, ce soir, ils vont se réunir et je vous invite à les rejoindre si vous en avez envie. Si je me base par rapport à mon expérience, j'ai un master en entrepreneuriat. Et à l'école, on m'a appris qu'il faut entreprendre, c'est bon, c'est mieux que d'être salarié. Et que entreprendre, ça permet de créer de l'emploi. Et j'ai grandi durant toutes mes études et même de par mon héritage paternel dans ce modèle-là de réussite individuelle. Formatage. Et donc j'ai appris à faire quoi ? À faire travailler des gens pour moi, à me valoriser moi et à dire moi je suis quelqu'un donc suivez-moi, j'ai les meilleures idées. Et jusqu'au jour où la vie m'a enseigné à travers l'échec. Et j'ai eu mon premier diplôme, mon vrai diplôme. Ma première faillite en 2013. Et là, quand je suis passé d'entrepreneur à Resto du Cœur, j'ai vu un autre état d'esprit collectif, où on donne de l'amour. Je savais parler 4 langues, donc on me disait, y a un tel qui arrive, on a besoin de lui parler. Elle est arrivée, elle a ses enfants, elle a été virée de sa famille, tout ça. Et j'ai découvert que ce genre-là d'entrepreneuriat, qui est solidaire, qui est ensemble, il mérite de passer à un autre niveau, aujourd'hui là. C'est-à-dire à un niveau économique, financier, de masse. Et au lieu de dire que, arrêtez d'être caissier chez Carrefour ou manutentionnaire chez Leclerc, et devenez entrepreneur, investissez dans l'immobilier et devenez investisseur pour que vos actifs vous rapportent, je dis aujourd'hui, pourquoi pas
être caissier, être manutentionnaire et être propriétaire de son travail. Ensemble, à 10 000, 50 000, 50 000 personnes. Et c'est ce que ce groupe porte. Et c'est ce qui devait être dit dans un premier temps, jeter le pavé dans la mare et voir comment les vagues touchent les gens. Et c'est ce qu'on a vu. Hein. Oui. Certains ont dit « Ouh là là, j'y vais pas, il y a des requins, il y a du risque ». D'autres ont dit ben, l'eau a l'air d'être bonne, allons nous baigner là-dedans. Allons voir qu'est-ce qui se passerait si on rachetait un groupe à hauteur de 200 millions et qu'on ait encore plus de budget pour véritablement construire des outils de production alimentaire et ne pas être dépendant d'une personne ou de quelques personnes pour manger. En métropole, il y a des agriculteurs qui se sont regroupés pour acheter une grande surface. Une grande surface pour pouvoir vendre eux-mêmes leurs produits. Qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, qu'il n'y ait donc pas de marge arrière, pas de marge avant et surtout moins de taxes possibles qui augmentent les prix et qui réduisent souvent la marge des producteurs agricoles. La question ici, c'est que il y a une réalité, les agriculteurs produisent et doivent vendre directement en grande surface. Sinon, ils n'ont pas les subventions européennes. Donc, il n'y a pas beaucoup de production agricole qui sont vendus hors circuit traditionnel et surtout circuit subventionné. La question ici, on l'a vu avec les Gilets jaunes, sur qui faut-il compter, sur qui peut-on compter, qui ne risque pas de se faire acheter par ceux qui ont les moyens. Parce que ça a été ça, le problème des Gilets jaunes, c'est que de tenir jusqu'au bout, parce que la plupart ont accepté des contrats, ont accepté de quitter les barrages et les ronds-points, contre un contrat. Le combat au départ était légitime, c'était le pouvoir d'achat. D'accord ? Ensuite, voyant l'ampleur, faut le dire, les hommes politiques ont mis leurs sbires à l'intérieur pour pourrir le mouvement, pour le larver. Et ça, c'était difficile d'être mort. C'est eux qui alimentaient en nourriture, c'est eux qui alimentaient même en sous, c'est lui qui alimentait même en bonhomme. À un moment donné, les ronds-points et les barrages ont grossi parce que la mairie a envoyé ses bonhommes. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous parlez aussi de subventions tout à l'heure, j'en reviendrai dessus. Subventions. Est-il normal de vivre de subventions ? Le fruit de son travail, ce sont les subventions. C'est une question. À quel moment est-ce qu'on a accepté ça ? Voilà. Moi, je dis, en faisant ce style de projet, on remet l'humain au centre de son travail. Il va donner du sens à sa vie. Il va se responsabiliser et préparer l'avenir aussi des futures générations. Au lieu d'attendre, parce qu'actuellement, une personne qui vit avec le SMIC, d'accord, elle a son argent en fin de mois, début de mois, il n'y a plus rien. Donc, on vit avec la banque sous perfusion. Sous perfusion. Exactement. Alors, et qui profite encore de ce crime ? C'est encore les banquiers. Mais de toute façon, quand on regarde le dispositif aujourd'hui, que ce soit les banques, les impôts, la Caisse générale de sécurité sociale, tous ces organismes travaillent ensemble. Que ce soit avec les huissiers, que ce soit avec le tribunal. Tout est fait pour qu'à la rigueur, les organismes ne peuvent venir que se servir sur le compte. Même la banque se sert. Il y a un petit retard sur-dessus. Frais d'intervention, c'est 20 € à chaque fois qu'il y a un rejet. Donc, tout est fait pour d'enrichir les organismes. Tout est fait pour que ceux qui ne font pas grand-chose, qui ne prennent pas de risques, gagnent le plus. Exactement. Mais c'est à nous de tout recréer. Aussi bien les centrales d'achat, aussi bien au niveau des banques. Pourquoi ne pas créer notre banque aussi après ? Il y a cet instinct de vouloir créer soi-même. Il faut se dire que même les banques qu'on a aujourd'hui, qu'ils soient de Crédit Mutuel ou Populaire, ou toutes ces banques mutualistes, sont des banques mutualistes. C'est-à-dire que c'était fait sur la base de ce que les gens s'accordaient à vouloir pour leur vie et leur société, et qui sont devenus des banques finalement qui étaient à l'encontre de la vie de l'homme. Ce que l'homme a créé comme loi aujourd'hui, c'est retourné contre lui-même. Et je reviens à la question que posait Jismi. Comment reconnaître le bon grain de l'ivraie ? Comment savoir si l'un va pas être acheté, si l'autre va pas vouloir prendre pour lui ? Et ça, c'est une question qui est tellement essentielle, parce que quand on regarde en soi-même, si on a vraiment cette transparence. Et le groupe citoyen qui m'a employé pour prendre la parole, une fois, elle m'a posé une question. Quels sont tes intérêts ? Et j'ai
j'ai dû déposer sur la table tout ce que j'avais comme intérêt. J'ai dit, les amis, je ne fais pas partie de la cause, je suis apolitique, areligieux, et je vous dévoile tous mes intérêts, c'est-à-dire qui m'a acheté. Je suis achetable, n'importe qui peut m'acheter, Bernard Ayotte peut m'acheter, Leclerc peut m'acheter, Jiffy peut m'acheter, n'importe quel groupe peut m'acheter une prestation de formation. Les citoyens peuvent acheter. Mais si je cache à quelqu'un que j'ai acheté à quelqu'un m'a acheté, eh ben je suis en train de cacher un intérêt. Donc la vraie solution, pour un premier temps, je la connais pas. C'est une question à poser à tout le monde, que tout le monde doit se poser. Si demain on me propose, c'est Rico Nouri qui m'a dit, si demain on te propose 500 000 euros pour aller à l'encontre des gens au service desquels tu es aujourd'hui, t'y vas ou t'y vas pas? J'ai dit, je sais pas, Rico, qu'est-ce que je fais? Je dis, si on te propose et que tu acceptes, dis-le. Et si tous ont fait ça, si l'homme politique fait ça, si l'entrepreneur fait ça, qui dit, écoute, j'ai les intérêts là, j'ai des intérêts là, c'est posé. Tu sais tout. Décide. On reste ensemble, on continue, on arrête. Qu'est-ce qu'on fait? Et on discute. Et ça, c'est un type de discours en société qu'on avait à Athènes 5 siècles avant Jésus-Christ. C'était le style de discours et d'institution juridictionnelle. On se pose, puis on voit quels sont les comportements dans la société qui sont bénéfiques ou non bénéfiques à la société. Mais on se pose pour causer ensemble. Pas pour que quelqu'un dise et juge, pas pour qu'un média dise un tel est comme ça, donc jugez-le, critiquez-le, condamnez-le. Mais ensemble, on se pose pour vraiment voir l'essence même du problème. Le mot a été dit, c'est la transparence surtout. Et en ayant cette transparence, on pourra arrêter la personne, voire la révoquer, si elle ne travaille pas correctement. Aujourd'hui, une chose qui est sûre, c'est que l'homme a horreur du changement, il a horreur du vide. Et ce changement, il va commencer. Je ne sais pas comment il va se terminer. En tout cas, si on ne perd pas ce changement, on restera toujours esclave du système qui est là actuellement. Vous avez parlé de système bancaire, vous avez parlé de système de sécurité sociale, d'impôts. Donc tous ces personnes-là qui sont en place ont été mis là exprès pour nous faire en sorte que nous travaillons juste pour avoir un petit peu de bonheur. C'est tout. Et peut-être on se rend compte que, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vous, Jismi, c'est est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes le système? Autant celui qui va être dans la révolte, autant celui qui le tient en joue au flashball, autant celui qui est le banquier à la tête de la banque, autant celui qui est au guichet de la banque. Est-ce qu'on n'est pas ce système aujourd'hui? Est-ce qu'on peut pas se dire à un moment donné, oui, on a le pouvoir parce qu'on est ça? En fait, on va revenir sur une question, c'est est-ce que on est au service de quel système et de qui? C'est peut-être ça la question. Je pense qu'on l'a vu avec les Gilets jaunes, ils ont dénoncé le pouvoir d'achat. Après, finalement, ils ont entendu les chants des sirènes. Ils sont partis de par leur situation financière, économique, et ils ont préféré prendre les contrats qu'on leur proposait. Et les gens ont bien, les politiques ont bien manipulé, ont bien fait des choses pour eux. Et qui est fautif, le corrupteur ou le corrompu? Si le corrompu se laisse corrompre, eh ben, c'est sûr, il nourrit le corrupteur et il nourrit en lui la corruption. Si il le refuse, il reste qui il est. Et ça, c'est l'exemple de... Alors, mais il reste qui il est, mais il meurt de faim aussi. Il accepte de mourir de faim. Il accepte de mourir et d'aller jusqu'au bout. Il accepte qu'on le rejette, qu'on le révoque, qu'il n'ait plus les intérêts qu'il convoitait. Il accepte. Et ça, c'est... Alors, je vais prendre un exemple biblique. C'est Joseph. À un moment donné, il est acheté par un maître. Et quelqu'un jette une pièce dans son bain. Et lui, il le ramène au maître. Le maître dit, tu es quelqu'un d'honnête. Parce que y a une chance sur 1 milliard qu'une pièce en or tombe dans le bain d'un esclave. D'accord? Et puis ensuite, il allait lui dire, mon épouse a vu que tu travailles bien et que tu sais lire et écrire, donc on aimerait te faire scribe et t'augmenter de niveau d'esclavage, tu laveras plus le sol, tu feras ça. Qu'est-ce que t'en penses? Et lui, il répond, un esclave ne pense pas par lui-même, c'est au maître de décider. C'est-à-dire que la personne connaît sa position
et elle dit sa position. Alors que celui qui se leurre en lui-même et qui se dit « Mais non, moi je suis pas esclave. On vit plus dans la société d'esclavage, c'est fini. » Et il se ment et il continue à nourrir quelque chose où, tu sais, une société où il pense être libre alors qu'il ne l'est pas. On lui dit quoi penser, on lui dit quoi manger, on lui dit de quoi nourrir ses enfants et il n'a pas d'autre choix. Métro, boulot, dodo. Exactement. On reviendra sur ce thème la prochaine fois, puisqu'on on a déjà débordé de la partie qui nous était donc due. On a dépassé nos 25 minutes. Messieurs, je vous donne rendez-vous quand vous voulez revenir parler un petit peu du schéma du comportement que doit avoir l'être humain dans sa démarche, sur son chemin de vie, parce que la question, elle est beaucoup plus simple que ça. Quel courage avons-nous d'affronter les difficultés de la vie? Et c'est vrai que c'est pas simple, quelle que soit la place qu'on a. Il s'agit de ne pas pointer du doigt l'autre, il s'agit de regarder ce que nous, on peut faire. Merci, messieurs. Merci. On va regarder le Kosaïdi, on se retrouve juste après. Le tampon, vous êtes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou une orientation. Le Pôle emploi, l'ADI et les différents partenaires vous invitent à mardi Noulela, le 17 septembre à la Plaine des Cafres pour le métier de l'uniforme. Saint-Denis Gymnastique Volontaire 974 et ses partenaires organisent la journée sportive gratuite le 21 septembre de 9h à 18h au Parc de la Trinité. La Plaine des Palmises, l'association locale HAP, vous convie à la 5e édition de la rencontre de l'artisanat pays les 28 et 29 septembre au Boulodrome de la Plaine des Palmises. Saint-Benoît-la-Ville organise son atelier de généalogie le 28 septembre de 9h à 16h à la médiathèque Antoine-Louis-Roussin. Trois-Bassins, vous êtes conviés à la découverte des sports cyclistes, le vélo run, les 28 et 29 septembre de 8h à 15h. Salazie, vous êtes conviés au Détacali du 11 au 13 octobre à Elbourg. Le Tampon, vous êtes invité au Florilège du 11 au 20 octobre. La Possession et l'Ofep Réunion organisent Sommet Grand Bois le 20 octobre de 5h à 15h30. Le Tampon, vous êtes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou une orientation. Le Pôle emploi, l'ADI et les différents partenaires vous invitent à mardi Noulela le 22 octobre à Araucarias. Étancelé Odyssea organise sa 2e édition de la course Odyssea Réunion les 9 et 10 novembre dans la forêt de l'Étancelé. Saint-André, préparez-vous pour une nouvelle course de dengue. Le Tropica Dengue vous attend les 23 et 24 novembre au Parc du Colosse. Fin des inscriptions le 27 octobre. Saint-Benoît-la-Ville organise son atelier de généalogie le 30 novembre de 9h à 16h à la médiathèque Antoine-Roussin. Saint-Paul, vous êtes conviés pour la 25e édition à la Méga Avalanche les 30 novembre et 1er décembre. Saint-Denis, vous êtes conviés à la 7e édition Salon de la culture et de l'identité rayonnaise du 6 au 11 décembre au Parc des expositions de Saint-Denis.